Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas Leblanc. Bonjour Jean-François. Alors, détérioration de la qualité de vie, hospitalisation répétée, décès. L'insuffisance cardiaque est une maladie chronique lourde de conséquences qui concerne 1,5 million de personnes en France et devrait progresser de 25% tous les 4 ans. Ce nombre est d'ailleurs sous-estimé car les malades tardent à être diagnostiqués. C'est pourquoi l'assurance maladie lance une campagne de sensibilisation en faveur d'un diagnostic précoce de l'insuffisance cardiaque. Pour faire le point sur une maladie que tous les médecins pensent connaître, bien qu'il y ait encore des insuffisances cardiaques mal diagnostiquées, notre invité est le professeur Thibaut Damy, qui est professeur de cardiologie au CHU de Créteil. Bonjour. Bonjour Thibaut Damy. Bonjour Jean-François. Alors, juste une question qui va peut-être vous surprendre. Vous ne trouvez pas que le nom de cette maladie évoque tout ou rien le célèbre collège de cardiologie américaine avait à un moment envisagé de changer le nom parce que pour les gens, ça ne disait rien, insuffisance cardiaque. Je crois que ça ne dit rien parce qu'on n'en parle pas assez en fait, mais je crois aussi effectivement que c'est un syndrome qui est consécutif maintenant à toutes les pathologies cardiaques qui finissent par l'insuffisance cardiaque. Donc maintenant qu'on va en parler et maintenant que ça va passer dans le grand public, ce nom aura un sens. Dites-moi, ça fait un bout de temps quand même qu'on en parle aussi. C'est pas parce qu'il y a une campagne qu'on va découvrir. Mais ce que je voulais dire, c'est que 94% des Français, c'est un sondage fait par justement la CNAM, connaissent le nom de cette maladie sans vraiment pouvoir vraiment dire ce que c'est. Alors, je ne crois pas que tout le monde connaisse ce que c'est que l'insuffisance cardiaque, ni chez les soignants, ni chez les patients, ni chez le grand public. Donc il y a encore beaucoup de marge pour la faire connaître. Je crois qu'en fait, le problème de l'insuffisance cardiaque, c'est qu'avant, on ne connaissait pas tous les symptômes, du moins un nombre de symptômes, et que l'insuffisance cardiaque, on disait il y a 22 symptômes, et donc on ne parlait pas en fait suffisamment des 4 symptômes les plus fréquents chez les patients et pour les expliquer. Bon. Et donc en prenant la présidence du GIC il y a quelques années, on s'est rendu compte effectivement qu'il fallait qu'on parle tous d'un même langage, et que si nous, les insuffisants cardiologues, profession dans la thématique de la cardiologie, on parlait déjà pas le même langage, comment nos collègues médecins allaient pouvoir le faire, cardiologues, médecins, généralistes, pharmaciens, et en fait tous les soignants et le grand public. 2 choses. Déjà, dire les insuffisants cardiologues, ça peut faire sourire parce que... Il n'y a pas d'insuffisance. Non. Ça va au-delà des suffisants cardiologues, ce qui est autre chose. Le GIC, c'est quoi? Parce que vous nous parlez du GIC, là, mais c'est quoi? Alors, le GIC, c'est le groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie, la Société française de cardiologie, qui a édité le livre blanc. On a travaillé tous ensemble avec des collègues pour pouvoir réfléchir ensemble à comment améliorer la prise en charge des patients et sauver des vies. Nicolas va vous présenter le livre blanc à la caméra. C'est comment on l'a où ce livre? Alors ce livre blanc, il est téléchargeable. Il suffit de mettre livre blanc de l'insuffisance cardiaque. Vous tombez sur Cardio Online et puis vous avez le lien Caméléo pour aller le télécharger et le visionner. Il est en accès libre. Vous l'avez évoqué, ça concerne tous les professionnels de santé. Et vous leur dites quoi, ces professionnels de santé? Parce qu'un pharmacien peut peser une personne, avoir une augmentation de poids, une infirmière ou un infirmier. À qui vous parlez pour leur dire quoi, en fait? Alors, la première chose, en fait, c'est le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Et là, en fait, les 4 symptômes les plus fréquents de l'insuffisance cardiaque ne sont pas reliés au cœur pour les soignants et pour le grand public. Les 4 premiers symptômes, c'est l'essoufflement, la prise de poids, les œdèmes au niveau des pieds ou du ventre, de la cite, et la fatigue. La fatigue, il n'y a rien de plus commun. Oui. Alors on va les détailler, parce que effectivement, dire à un médecin, vous allez repérer les malades fatigués, ils sont tous fatigués. Voilà, mais c'est l'association de ces 4 signes qui est vraiment... Alors on va y aller progressivement. Le profil de ces malades, parce qu'il y a aussi, tout le monde dit, l'assurance maladie, c'est une maladie pas avant 55 ans, c'est une maladie de vieux, quoi. Alors, 15% des patients ont plus de 65 ans. Il y a plus d'1,5 million de patients qui sont donc insuffisants cardiaques. Donc, 15% de 1,5 million, ça fait quand même du monde. Et donc, c'est pas qu'une maladie moins de 65 ans, 15%. Parce que... Mais c'est une maladie où la mortalité, j'ai lu en préparant l'émission, 70 000 morts qui ont plus de 85 ans. Donc c'est quand même une maladie qui se repère au moment des vulnérabilités. C'est à quel moment on doit rechercher ces signes, ces fameux 4 signes? Alors déjà, il faut savoir ce que c'est. Il est relié au cœur. En routine. En routine. Essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue, je tiens à le redire. Et on va le répéter. Voilà, on va y revenir. Mais je crois que c'est vraiment important parce que tous les soignants n'ont pas cette connexion. Mais on va y revenir parce que c'est vraiment important
de préciser. Et c'est 70 000 morts par an pour tous les types d'insuffisance cardiaque, quel que soit leur âge. Et évidemment, c'est souvent les sujets les plus jeunes qui sont les plus graves et qui vont mourir et qui souffrent du retard diagnostique parce qu'on a toujours cette idée que l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie du sujet âgé. Ce n'est pas que d'une pathologie du sujet âgé et ça survient dans 15% des cas chez des patients de plus de 65 ans et ça finit d'ailleurs... Moins de 65 ans. Moins de 65 ans, pardon. Ouais. Et ça finit d'ailleurs... voilà. Quand il y a un retard diagnostique, on le voit et c'est ce que nous, les insuffisants cardiologues et les cardiologues de l'insuffisance cardiaque, c'est souvent ces patients qui nous sont finalement adressés et on voit l'errance diagnostique qui a contribué au retard de leur prise en charge. Dites-moi, c'est comme une maladie de l'opulence, c'est une maladie des pays industrialisés, c'est une maladie de trop manger, trop boire, trop fumer. Alors évidemment, en fait, on peut distinguer deux types d'insuffisance cardiaque. C'est finalement les patients souvent jeunes qui vont développer la cardiomyopathie, l'insuffisance cardiaque dans le cadre d'une pathologie cardiaque qui est propre et qui va se développer et puis les symptômes vont arriver. Et puis après, il y a effectivement chez le sujet âgé un certain nombre de patients qui vont avoir des pathologies cardiovasculaires, hypertension, diabète, hypercholestérolémie, cardiopathie ischémique, infarctus, problème de valvulopathie, et qui vont, en fait, parce qu'on a fait des grands progrès dans les traitements de ces pathologies cardiovasculaires, survivre, mais en fait, le cœur, il garde ses séquelles et ils vont développer de l'insuffisance cardiaque. C'est un peu comme une voiture, on a tous une voiture, on voit bien que la voiture, au bout d'un certain temps, toutes les pièces commencent à partir, voilà, on la maintient et puis à un moment, le moteur, il lâche. Et l'insuffisance cardiaque, c'est ça. Alors c'est frappant de voir que c'est quand même une grande maladie connue de tous les médecins, ça fait partie de ce qu'on apprend tous dans nos études et ce qu'on voit dans la vie. Et malgré ce, on a l'impression que la prévention a été inefficace. Or la cardiologie, on le sait, a été une des premières causes de mortalité en France pendant longtemps. C'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec. Comment se fait-il que maintenant ça soit passé aux oubliettes ? Je ne peux pas dire que ce soit un constat d'échec. On peut améliorer la situation, et c'est là ce qu'on a essayé de faire avec la Société française de cardiologie et le groupe Insuffisance cardiaque avec ce livre blanc, et puis aussi la campagne de la CNAM, ce qui aboutit, en fait, toute cette démarche depuis 5 ans aboutit. Les généralistes sont moins efficaces aujourd'hui pour détecter cette maladie ? Je pense que oui, parce qu'on n'en a pas assez parlé et qu'on n'a pas trouvé une expression simple des symptômes. Ce qu'on voit, je reviens encore sur ces symptômes, mais il faut qu'on en parle, c'est l'essoufflement. Voilà, l'essoufflement chez le grand public ou dans la plupart des soignants non cardiologues, c'est relié à un problème pulmonaire. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on voit, des patients qui arrivent avec de l'asthme, qui sont traités pour de l'asthme, mais en fait, ils ont de l'insuffisance cardiaque. La prise de poids, les œdèmes... L'œdème aigu du poumon, c'est plus connu. Alors, l'œdème aigu du poumon, si, bien sûr, il est connu, mais là, je parle de l'œdème des jambes et du ventre. L'œdème des jambes et du ventre, c'est un problème veineux. Et les patients, quand on interroge des patients, ça nous semble, nous, médecins, évident, mais quand on interroge des patients, quand ils regardent ses pieds, comment peut-on relier dans le grand public les pieds à un problème cardiaque ? Il n'y a aucun sens. Voilà. Et donc, on voit bien, quand on explique à nos patients qui sont insuffisants cardiaques, comment ces œdèmes n'ont pas été pris en compte et comment eux-mêmes n'ont pas compris la relation entre l'œdème et la prise de poids, et comment la prise de poids est un indice de surveillance de ces patients et de ces symptômes. Donc, c'est à la fois les signes d'alerte de la maladie, mais aussi les signes d'alerte du suivi. Comment c'est important de faire ce lien avec ces symptômes. Et si on arrive à éduquer les pharmaciens, à informer les pharmaciens, les infirmières, qui sont finalement les soignants que nos patients voient le plus possible de ces signes d'alerte, et qu'on parle tous ensemble de ce même acronyme au grand public et à nos patients, on pourra évidemment sauver des vies et arriver à des diagnostics plus précoces. Je disais tout à l'heure dans l'introduction qu'il y a une augmentation de 25% en 4 ans qui est à venir. Bon, c'est pas peut-être tout simplement parce que les gens vivent de plus en plus vieux. Bien sûr. Donc elle est logique. Non, mais elle est logique, cette augmentation. Elle est logique. Et donc, il faut anticiper, justement, la survenue de ces complications. Sauf qu'on verra tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de traitements. Donc, on est condamné à avoir des... Alors là, je ne suis pas d'accord. D'accord, on va voir ça tout à l'heure. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est là le problème. Simplement, alors l'étude menée par... Il faut Oui, mais justement, mon rôle est de justement de vous faire sortir de vos gonds. L'étude menée par l'assurance maladie et BVA arrivait à la conclusion que l'insuffisance cardiaque reste insuffisamment connue des seniors. Seulement 19% d'entre eux peuvent citer les signes d'alerte. Donc là... ça justifie totalement la campagne. Et donc cette campagne, bien sûr, on est associé à l'assurance maladie pour le faire. Et il y aura une évaluation aussi pour voir l'impact. Très bien. Et ça va être assez sympa de voir... Très bonne initiative de l'assurance maladie, il faut les saluer. Alors,
vous avez fait du teasing là depuis maintenant 10 minutes. On va y aller en détail. Les 4 symptômes. On commence par l'essoufflement. Alors, c'est un essoufflement inhabituel à l'effort, au repos. Décrivez-nous-le un peu. Alors, l'essoufflement peut avoir deux caractéristiques. C'est évidemment survenir au fur et à mesure de la progression de la maladie avec un essoufflement qui initialement donc, a des efforts importants. Puis les patients le décrivent très bien, il suffit d'écouter les patients. Mais ça va être des efforts un essoufflement qui va apparaître lors de la montée en côte, la montée des marches. La montée des marches, c'est vraiment un des signes les plus évocateurs, c'est-à-dire essouffler en montant des marches. Ça va être aussi d'avoir du mal à suivre son conjoint ou ses amis quand on marche. Ça, c'est des signes annonçateurs. C'est que l'insuffisance cardiaque qui donne cet essoufflement? Alors évidemment, il n'y a pas que l'insuffisance cardiaque, ça peut être aussi l'obésité, la BPCO, la maladie pulmonaire chronique. Voilà. Donc effectivement, c'est jamais spécifique à 100%. Bon, mais déjà, un premier signe d'alerte. Alors sur la prise de poids, c'est la même chose. Une prise de poids, si on dit à tous les Français demain, qui regardent cette émission, dès que vous avez une prise de poids, pensez à l'insuffisance cardiaque, il y a de quoi avoir peur. Donc quelles sont les caractéristiques de cette prise de poids et quand est-ce qu'on doit particulièrement être vigilant pour détecter une insuffisance cardiaque? Dans quel contexte? Je vais juste finir sur la deuxième caractéristique de l'essoufflement, c'est de survenir aussi en position allongée. Ah oui. Voilà. Et le patient, dans les phases ultimes, il se réveille la nuit parce qu'il a les poumons qui sont pleins et là, il se lève, il ouvre sa fenêtre pour respirer. C'est évidemment le fait d'être debout, ça retire l'eau des poumons. Pour la prise de poids, c'est évidemment lié aux œdèmes, donc il faut la différencier d'une prise de poids d'obésité classique ou de suralimentation. Elle peut être brutale, 2 à 3 kilos en quelques jours. Et puis, elle peut aller, notamment chez les patients qui s'ignorent, jusqu'à 10-15 kilos. Donc, les premiers signes de cette prise de poids, ça va être ces œdèmes des pieds. Donc, on va avoir du mal à se lasser les chaussures. Les patients vont mettre des charentaises. On va voir le ventre qui va grossir. On ne peut plus rentrer dans ses pantalons. Mais dans les phases initiales, on peut aller jusqu'à 10-15 kilos d'œdèmes. Mais c'est indissociable. Justement, les œdèmes et la prise de poids, ça va ensemble. On prend du poids parce qu'on a des œdèmes. Voilà. Donc, c'est 2 signes qui vont ensemble. C'est 2 signes qui vont ensemble, mais les œdèmes, c'est facile à repérer quand c'est au niveau des pieds, mais on a un certain nombre de patients qui vont avoir de l'ascite sans œdème. Alors c'est une explication physiopathologique. Pourquoi ils font ça? Ils ont probablement des problèmes vasculaires au niveau des jambes, et ils vont concentrer leurs œdèmes au niveau de l'ascite et des plèvres. Et donc la prise de poids n'est pas... Mais l'acide, ça se voit, ça s'objective. Ça s'objective, mais voilà, on est tous un peu plus... Non, mais ce qu'il y a, ça veut dire qu'il faut continuer à déshabiller les malades quand on les voit, et non pas les examiner dans la voiture. Donc, œdème, essoufflement, prise de poids rapide, œdème. Et alors, le 4e symptôme, celui-là, les bras m'en tombent, fatigue excessive. Mais là... il faut écouter les patients en insuffisance cardiaque, ce que c'est que cette fatigue de maladie chronique, ne pas pouvoir se lever le matin et d'être fatigué, d'avoir ce poids à porter. Et cette fatigue est vraiment décrite par les malades comme un signe vraiment qu'il se passe quelque chose dans leur vie, et cette fluctuation aussi de leur état de fatigue. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que tous les dépressifs sont fatigués, par exemple. Ça veut dire que cette fatigue doit être associée aux 3 autres sites des 3 autres signes dont on vient de parler. C'est l'association. Donc, c'est vraiment 4, il faut regarder ces 4 signes. Ouais. D'accord. Et est-ce que un symptôme pris isolément, on voit qu'il n'y a pas d'un facteur diagnostique et que c'est l'association, est-ce qu'une aggravation peut être rapide sur ces 4 symptômes? Est-ce qu'on peut avoir des brutalités d'apparition? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, dans l'insuffisance cardiaque, alors là, on va rentrer dans les choses compliquées, mais on distingue l'insuffisance cardiaque gauche et l'insuffisance cardiaque droite. Donc l'insuffisance cardiaque gauche, c'est quand le cœur, le ventricule gauche défaille plus et le sang va remonter dans les poumons. Donc dans ce contexte-là, on va avoir quelque chose d'extrêmement brutal, généralement assez rapide, quelques heures de constitution avec un essoufflement majeur. Quand on se concentre plus sur le ventricule droit qui va bloquer l'entrée, on est dans un système continu, à ce moment-là, la rétention d'eau et de sel va se faire majoritairement dans le foie, dans le ventre, dans les pieds. Et là, on se retrouve à avoir donc cet état chronique, et on l'a démontré dans une étude avec le groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie, 40 à 45% des patients ont les symptômes plus de 15 jours avant leur hospitalisation. Donc on voit qu'on est vraiment dans une phase chronique qu'on peut arriver à prévenir si on connaît bien sûr cet acronyme et si le système de soins le dépiste. Est-ce qu'il y a une pondération entre ces 4 signes qui sont associés? Est-ce que parfois il en manque un? Vous avez évoqué le manque d'œdème des membres inférieurs pour les raisons vasculaires tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, parmi ces 4 signes, il y en a un particulièrement qui doivent être alertés? Les œdèmes des pieds doivent particulièrement alerter, et l'essoufflement. Le problème que l'on a dans la prise de poids, c'est que les hommes se pèsent relativement peu et que dans 70% des cas,
nos malades sont des hommes. Les hommes prennent moins soin d'eux et ils n'ont pas le réflexe de la peser, en fait. Donc, la prise de poids est quelque chose qu'il faut mettre lorsqu'on en a des œdèmes des pieds, mais les hommes ne connaissent pas leur poids. Je ne sais pas si vous connaissez votre poids. Quand est-ce que vous êtes monté sur la balance ? Moi, ce matin, est au gramme près, mais ça, c'est parce que c'est mon problème. Mais peut-être pas... Moi, il y a 3 semaines. Ah ouais, voilà. C'est pas mal. Donc, j'ai pas se connecter maintenant. Et vous qui n'avez pas de problème de poids ? Oh là, ça va bien faire 3 mois. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais c'est un problème que les hommes ne connaissent pas leur poids ni leur fluctuation de poids, parce qu'on a tous une variation de poids, mais 2 à 3 kilos en quelques jours, c'est vraiment beaucoup. Et ça peut aller, encore une fois, 10 à 15 kilos sur l'espace de 3 semaines. Hein. Donc... Alors, cette émission, vous l'avez vu, s'appelle Les Jeudis des professions de santé. Les médecins vont de moins en moins chez les malades et ne les pèsent peut-être pas forcément quand ils arrivent au cabinet. Donc, est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous écoutent, qui ne sont pas des médecins mais des professionnels de santé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'un infirmier doit demander régulièrement à son malade de se peser ? Est-ce que le pharmacien doit poser la question ? Je pense que le poids, si on veut prévenir là, on est dans de la prévention cardiovasculaire tout venant. Il n'y a pas que l'insuffisance cardiaque. La mesure du poids est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que si on veut prévenir et donner des règles diététiques, de l'activité physique à tous les patients, il faut forcément se peser pour détecter le surpoids. Après, il y a la question effectivement des symptômes EPOF et de la prise de poids. Si le patient présente ces symptômes, effectivement, il faut qu'il soit pesé. Mais il faut le faire surtout chez les plus de 60 ans, quoi. Ah bah, c'est une évidence. Prévenir la dénutrition et évidemment l'obésité. C'est intéressant parce que vous avez prononcé un acronyme EPOF. Ouais. C'est vraiment les 4 signes dont vous parlez tout à l'heure. Bah, je ne connais pas EPOF. EPOF, okay. Je suis hospitalisé. Ah oui. Et voilà. Et donc, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue. EPOF. EPOF. Voilà. Est-ce que c'est aussi une façon de suivre l'évolution de la maladie ? Est-ce que la maladie, quand elle s'aggrave, ces signes-là s'aggravent ? Voilà, je crois que ce qu'il faut comprendre dans l'insuffisance cardiaque, c'est que c'est une pathologie qui est chronique. Donc de toute façon, on verra après sur les traitements, mais les patients vont rester insuffisants cardiaques. Donc ils ont des symptômes chroniques avec un certain niveau d'essoufflement, certains petits œdèmes qui peuvent apparaître. Et puis il va y avoir des accidents de parcours. Moi j'appelle ça des marches qu'on descend dans l'escalier. Vous voyez, il y a un accident aigu. Et là, en fait, on va avoir une exacerbation de ces symptômes, cette prise de poids. Ça peut survenir sur une infection, une arythmie, un problème d'observance de traitement, une modification de traitement. Donc il y a plein de causes d'hyperthyroïdie, une intervention chirurgicale qui va déstabiliser la situation cardiaque. Et donc là, le patient va faire ce qu'on appelle une décompensation cardiaque. Donc on voit, il était insuffisant cardiaque et là, il va décompenser, il fait un événement aigu qui peut le conduire à l'hôpital, et c'est souvent le cas, malheureusement. C'est imprévisible ? Et c'est malheureusement imprévisible, voilà, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Alors on peut le prévenir, justement, si les patients, une fois qu'ils ont compris cet acronyme, ils peuvent se surveiller. Et donc, on peut intervenir avant la rechute, en quelque sorte. Donc, il y a des questions d'éducation à la santé, il y a des questions... Surtout que ce sont des gens qui ont été malades auparavant, vraisemblablement, avec un infarctus du myocarde, une fibrillation atriale. À qui, dans le schéma de prévention... Vers quelle profession faut-il insister pour que les choses puissent être mieux détectées, tant par les patients eux-mêmes que dans la relation qu'ils ont avec leurs professionnels de santé ? C'est les infirmières, les pharmaciens, c'est quoi le premier rang ? Les médecins généralistes sont de plus en plus difficilement accessibles, même s'ils doivent participer. Je crois que vous avez exactement pointé sur la chose importante et primordiale, c'est que le patient qui a un problème cardiaque, on va lui dire « vous avez fait un infarctus, vous avez une hypertension artérielle, vous avez un problème de valve ». Voilà. Et qu'en fait, à aucun moment, il va avoir des explications. Si ça se dégrade, vous pouvez devenir insuffisant cardiaque, avoir un problème d'insuffisance cardiaque, et que les 4 symptômes qu'il faut surveiller, c'est EPOF, parce qu'à ce moment-là, il va falloir intensifier la prise en charge. Et donc la cible, en fait, de tout ça, c'est tous les soignants que va voir ce patient qui doivent être alertés que oui, ce patient, il vient pour un contrôle tensionnel, oui, il a un problème de valve, ou de FA, il est sous anticoagulant, mais là, en fait, il vient de se passer quelque chose, il a développé EPOF, et là, on est dans une autre brique qui est l'insuffisance cardiaque,
qui va générer 165 000 hospitalisations par an en France et conduire 70 000 Français à mourir par an. Et là, en fait, on l'a démontré également dans le GIEC, il y a 35% des patients qui sont hospitalisés pour insuffisance cardiaque qui, quand ils sortent et qui sont interrogés, ne savent pas qu'ils ont été hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Oui. C'est-à-dire, on leur a dit, vous avez été hospitalisé pour une décompensation cardiaque dans le cadre d'un infarctus, mais on n'a pas prononcé le mot insuffisance cardiaque. Alors là, c'est quand même la pierre à mettre dans ça veut dire que les soignants ne parlent pas du même discours, et quand ces symptômes sont là, si on veut expliquer aux patients sur comment se surveiller et comment intensifier la prise en charge, il y a vraiment un parcours de soins qui quand même est propre à ces patients. Il faut déjà les éduquer et les informer, et ça, c'est un problème d'éducation et d'information du patient, d'information du patient soignants, et d'éducation à la santé. Oui, alors, voilà. Et donc, les soignants qui sont le plus vus par les patients sont bien sûr les infirmiers, libéraux ou autres, et les pharmaciens. Donc il y a un rôle clé du pharmacien qui, quand le patient vient chercher ses médicaments et qu'il a du Lasix, je veux dire, un diurétique, c'est forcément qu'il y a un problème de rétention d'eau quelque part. Donc, et donc, est-ce que le patient il connaît cet acronyme qu'il doit surveiller, et est-ce qu'il sait qu'il doit se peser? Je demande au pharmacien de se poser la question. Et le pharmacien, il connaît cet acronyme aussi. Donc, il faut que, mais après, on voit voyez bien l'importance. C'est pas le but est d'avancer ensemble pour optimiser cette prise en charge. Et le rôle, en fait, de tous les soignants doivent être informés et avoir le même discours, d'où l'importance d'avoir le même acronyme. C'est une maladie qui est rythmée par les hospitalisations, ça? C'est assez fréquent. Il y a des stades? Alors, effectivement, la maladie, c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que je reprends cet exemple d'escalier. Vous descendez des marches, et à chaque fois que vous êtes hospitalisé, vous descendez d'une marche. Et quand on est hospitalisé pour une décompensation cardiaque, on ne peut pas repartir en arrière, on ne peut pas remonter la marche. Alors, combien il y a de marches? Ça dépend de chaque patient, mais quand vous arrivez au rez-de-chaussée, généralement, c'est plutôt le sous-sol, l'histoire est finie. Donc il faut absolument prévenir ces décompensations cardiaques pour éviter de descendre la marche, parce que le cœur s'en prend un coup à chaque fois et on ne peut pas remonter les patients suffisamment. On peut les stabiliser, mais ils ont descendu. J'en reviens aux professionnels de santé. S'ils constatent et POF un signe, ils doivent insister très vite pour contacter le médecin. Et effectivement, il faut contacter son médecin généraliste ou son cardiologue si le patient a un cardiologue, en fonction de celui qui peut répondre le plus vite possible. Est-ce qu'il y a un avantage d'efficacité sur le délai de la prise en charge? Et oui, parce que plus on agit tôt, plus on peut limiter en fait ce surplus d'eau, ce surcroît d'eau qui va conduire à une hospitalisation quoi qu'il arrive. Mais on peut prévenir cette hospitalisation si on agit suffisamment tôt. Et on peut le faire par la modulation des traitements par la bouche, donc à la maison, directement, avant de passer aux formes injectables qui vont nécessiter, pour la plupart des cas, une hospitalisation. Est-ce qu'il y a des trucs et astuces à dire aux patients quand eux-mêmes constatent ces signes EPOF? Un régime sans sel, moins boire, est-ce qu'il y a des qui permettent, parce qu'on sait que le système de soins est parfois difficilement accessible? Alors malheureusement, c'est difficile de dire aux patients de s'automédiquer, et donc il faut d'avoir des règles un peu de... Alors, il y a des règles, en fait, quand on est insuffisant cardiaque et qu'on le devient et qu'on nous l'a expliqué et qu'on nous a enseigné EPOF, il y a des conduites à tenir, une hygiène de vie à avoir. On sait que c'est difficile de changer ses habitudes alimentaires, mais là, effectivement, il faut limiter les apports salés, les apports en sel, parce que le sel va en fait aboutir à une rétention d'eau. Le problème de ces œdèmes, parce qu'on en parle beaucoup là ensemble, mais c'est que quand le cœur est fatigué, finalement, il envoie des signaux au rein, il perfuse moins le rein, qui se mettent à retenir le sel et l'eau. Donc, plus on mange de sel, plus on va retenir l'eau, et ce sel et cette eau va passer dans le secteur interstitiel, c'est-à-dire au niveau des jambes, et va sortir de la circulation pour rester stocké en fait dans l'organisme. Voilà. Et donc les patients doivent évidemment se surveiller, modifier leur hygiène de vie en limitant ces apports en sel, et puis maintenir une activité physique, et surtout être vigilant quand ces signes apparaissent. Voilà. Mais ça aboutit à changer quand même un peu son hygiène de vie. On sait très bien comment nos patients en fait, vont chuter, on peut dire, et vont conduire à ces hospitalisations. C'est plusieurs repas au restaurant, mais qui n'a pas envie de sortir au restaurant? Et demander un repas sans sel à un restaurateur, c'est très compliqué quand tout est déjà préparé. C'est partir en vacances. Des patients insuffisants cardiaques, quand ils partent en vacances, ils vont prendre l'avion, ils vont mettre les médicaments dans la valise ne va pas arriver à bon port, ils vont se retrouver sur un lieu magnifique, avec des buffets magnifiques, et ils oublient leur maladie parce qu'ils en ont marre et qu'ils ont envie d'être en vacances. Et là, sur leur lieu de vacances, arrive la décompensation cardiaque, le rapatriement, etc. Donc, merci de nous avoir gâché nos vacances. Je voulais simplement faire une remarque, c'est que vous êtes un jeune cardiologue, certes enseignant, donc
très compétent et on le voit en vous écoutant. L'assurance maladie insiste sur la clinique, c'est bof. Les jeunes médecins à la clinique, c'est pas trop leur truc. Ils préfèrent faire des diagnostics biologiques, des examens complémentaires. Et là, ça sert à rien. Il n'y a pas une prise de sang qui va dire « Monsieur, vous êtes insuffisant cardiaque ». Bah si. Ah bon? Alors pourquoi on ne le fait pas systématiquement? Bah, c'est une question. Si, évidemment. Donc, en fait, quand on a ces 4 signes EPOF, on sait qu'ils sont non Mais spécifiques. avant d'avoir ces signes EPOF. Ah, alors, ça, après, c'est une question de coût. Est-ce qu'on pourrait se lancer dans une campagne nationale et aller doser un biomarqueur dans le sang chez tous les patients? Donc, ces biomarqueurs s'appellent les peptides natriurétiques. Ouais. Donc, ce sont des peptides qui sont sécrétés pour justement augmenter natriurèse, donc augmenter la diurèse. Évidemment, ça ne marche pas, mais on sait que ces peptides sont directement reliés aux pressions intracardiaques. Et donc, quand vous êtes insuffisant cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Vous montez la pression dans le cœur, donc vous sécrétez ces peptides, et on peut les doser dans le sang, BNP ou NT-proBNP, et quand ils sont élevés, ça signe insuffisance cardiaque. Alors, la chose, c'est qu'évidemment, ils ne sont pas totalement spécifiques. On peut les avoir en cas d'insuffisance rénale ou autre. Pas plus mal de le faire. Mais en tout cas, ça marche, et on connaît les seuils, et c'est une recommandation de la Société européenne de cardiologie, de la Société européenne, de doser ces biomarqueurs à visée de dépistage. Compte tenu de l'argent dépensé dans tous les autres examens complémentaires. Moi, je suis convaincu lorsque l'on regarde, alors vous dites que je suis jeune, donc ça me touche, mais là, à 51 ans, 50 ans, je suis relancé pour faire mon hémoculte, pour voir le cancer du côlon. Et ben voilà, on s'intéresse à une population à risque, les jeunes cardiologues de plus de 50 ans. Oui, d'accord. Et ben, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aussi faire une campagne de peptides natriurétiques chez des gens qui ont une pathologie cardiaque, chez des gens qui ont un diurétique. Après 60 ans? Après 60 ans ou 65 ans. Encore faut-il le valider, mais c'est facile avec des antécédents cardiovasculaires. On ne va pas faire tous les Français. Donc, mais ça serait vous allez rassurer. Rythme, vous allez exactement, diabète, vous allez rassurer les médecins qui n'examinent pas leurs malades. C'est peut-être pas forcément le message qu'on veut donner aujourd'hui. Donc, non, mais la question est, quand on a des patients qui arrivent avec EPOF, ok, doser ce biomarqueur quand on est médecin généraliste, l'analyser et puis décider, oui, là, ça colle vraiment bien, je suis rassuré, je vais l'envoyer au cardiologue pour qu'il fasse l'écho et qu'il puisse me dire quelle est la pathologie cardiaque sous-jacente. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire qu'on doit faire. Et c'est dans les tuyaux, les études qui valideraient une campagne de dépistage nationale populationnelle? Est-ce qu'il y a des études en cours sur le sujet? Il n'y a pas d'études en cours populationnelles là-dessus. Et je pense que ça serait vraiment à faire. Mais la première étape, c'était déjà parler de l'acronyme. Et donc, je pense que l'assurance maladie, après, je l'espère, continuera dans sa lancée. Il y a une chose que font très bien les médecins, un peu tout le monde, c'est de contrôler la tension de leurs patients. Est-ce qu'il y a un rapport hypertension-insuffisance cardiaque? L'hypertension fait partie des causes de l'insuffisance cardiaque. Parce que l'hypertension va augmenter le travail cardiaque. Et donc, à un moment, avec des hypertensions effectivement importantes et chroniques, on va développer une insuffisance cardiaque. Mais c'est une séquence quand même archi connue, on va dire, des médecins. Il y a les facteurs de risque cardiovasculaires, après les pathologies vasculaires, au premier rang desquelles l'infarctus du myocarde. Et puis après, l'insuffisance cardiaque. Donc, traiter de l'insuffisance cardiaque quand elle arrive, c'est aussi traiter, bien sûr, de la prise en charge de l'infarctus du myocarde et de ses suites, et puis traiter les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, comment tout ça s'agrège au moment où les gens décompensent? C'est le problème, justement. C'est qu'en fait, personne n'en parle, et c'est pour ça que je suis là. Donc, effectivement, ça va arriver, ça peut arriver, et quand ça arrive, il faut déclencher. Donc, évidemment, tous les patients qui ont une hypertension haute ne vont pas développer de l'insuffisance cardiaque. Tous les patients qui ont un problème cardiaque, infarctus ou autre, ne vont pas développer de l'insuffisance cardiaque. Mais la petite quantité dans chaque sous-groupe de pathologie fait que le nombre de patients en insuffisance cardiaque est énorme et qu'on sait qu'il y en a à peu près 300 à 400 000 qui s'ignorent. Donc, on doit être au-delà de 2 millions de Français. Aujourd'hui, en France. Oui, en France, oui. Devant un message aussi catastrophiste, 300 à 400 000 qui s'ignorent, ce qui est quand même colossal. Quelques bonnes nouvelles. Moi, j'avais l'impression que le traitement, c'était pas quelque chose de très important dans l'insuffisance cardiaque, ça marchait moyennement bien. Rassurez-nous. Oui, alors voilà, l'enjeu, c'est effectivement de dépister la maladie, mais c'est aussi de traiter les patients, parce que quand on traite les patients, on peut vraiment, améliorer leur fonction cardiaque, voire la normaliser chez certains patients qui ont des dysfonctions cardiaques. Alors, quand on a eu un infarctus, on a une zone nécrosée, mais on peut améliorer ce qui reste. Mais il y a des patients, notamment des arythmies ou hypertension, qui peuvent avoir 30% de fraction d'éjection. Donc, le cœur qui marche à moitié, puisque la normale, c'est 60%. Et là, grâce à ces traitements, si on sait les instaurer, si on sait mettre tous ces médicaments, donc les patients finissent quand même à 5 ou 6 ou 7 médicaments rien que pour leur insuffisance cardiaque, si on les met à dose
minimale et puis qu'on augmente progressivement tous les 15 jours, si on surveille ces patients, on arrive en 3 à 6 mois, dans un certain nombre de cas, à normaliser la fonction cardiaque. On sait, c'est démontré par des études scientifiques qu'on améliore la survie des patients. Évidemment, en restaurant à la fois leur fonction cardiaque et leur survie, vous imaginez bien que leur qualité de vie aussi est... C'est quoi les classes thérapeutiques? Diurétiques, on comprend, puisqu'on a des œdèmes. Alors, le diurétique est très intéressant à visée symptomatique pour chasser les œdèmes, mais il n'a jamais démontré un quelconque impact sur la fonction cardiaque ou sur l'amélioration de la survie. Et donc, effectivement, c'est un des traitements. Mais au final, lorsqu'on va améliorer la fonction cardiaque, on va pouvoir arrêter le traitement diurétique. Et donc, le traitement de l'insuffisance cardiaque, il repose sur les bêta-bloquants, sur les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, donc IEC-RA2, mais maintenant sacubitril-valsartan, sur les anti-aldostérones, donc qui sont à combiner, et sur les nouveaux médicaments qui arrivent en force, les inhibiteurs des SGLT2. Et alors, on les associe ou on les combine, on les chasse? les quatre. On appelle ça maintenant les 4 fantastiques. Et après, un traitement de spécialité où un médecin généraliste peut le mettre en route et le suivre? Alors, peut-être un peu compliqué à mettre en route, non? Je pense que tous les médecins généralistes pourraient le faire, mais on voit bien qu'on a un problème de formation et on le voit bien, nous, cardiologues, à quel point l'innovation thérapeutique avance à une vitesse grand V. Et donc, on a déjà du mal à enseigner à tous les collègues, etc., l'avancée de ces médicaments et comment les mettre en place. Quand vous dites les collègues, c'est les cardiologues de ville? Les cardiologues de ville, voilà, on voit qu'ils avancent, etc. Et après, il y a ce problème, de formation et d'information auprès de tous les soignants, et notamment les médecins généralistes qui sont très nombreux. Et puis, il y a aussi le fait que pour mettre ces médicaments, il va falloir, pour la plupart d'entre eux, les mettre à petite dose initialement pour ne pas casser les systèmes d'adaptation parce qu'on peut arriver à une catastrophe, et les augmenter tous les 15 jours. Et là, il y a le problème en France, c'est l'inertie médicamenteuse qui fait que l'inertie d'avoir toutes ces visites, parce que le système de soins est saturé. On sait très bien que tous les Français n'ont pas de médecin traitant, on sait très bien que c'est très difficile. Et demander à un médecin généraliste ou à un cardiologue de voir son patient tous les 15 jours, maintenant, ça devient une situation quasiment impossible. C'est incroyable. Ce que vous dites, c'est que finalement, c'est les problématiques d'accès aux soins qui font qu'on ne peut pas le faire en dehors des spécialistes. Alors, je pense que ça fait 15 ans que cette inertie thérapeutique et qu'on sait qu'on ne va pas jusqu'au bout des doses, etc. Donc, il n'y a pas que ça. Mais là, ça devient une situation catastrophique. C'est-à-dire que face à l'inertie thérapeutique, plus aux déserts médicaux et à la chute de la démographie médicale, il faut trouver des solutions. Et c'est ce qu'on a essayé de proposer dans le livre blanc, notamment le transfert de compétences à des infirmiers en délégation et avec sous contrôle de cardiologues pour pouvoir améliorer la titration de ces patients. Parce qu'il n'y a pas plus de cardiologues qu'il y a de généralistes. Les gens n'arrivent pas mais la démographie médicale, c'est le premier paragraphe, notamment cardiologique du livre blanc, c'est catastrophique. Oui. C'est quoi le délai moyen d'une consultation d'un cardiologue en ville aujourd'hui? Le délai moyen, c'est en semaine, en mois. Tous les patients en soins cardiaques ne voient pas de médecin, de cardiologue après la sortie d'hospitalisation, et il y en a à peu près, je dirais, un tiers qui ne voit pas de cardiologue dans l'année après. Ce qui est quand même incroyable, la situation est vraiment... Nous, on a la chance de faire toutes les pathologies dans cette émission-là, et on en arrive toujours à transfert de compétences. Et on ne le voit pas arriver, ce transfert de compétences. Et on nous dit que ce sont les médecins qui bloquent, ce ne sont pas les infirmiers qui demanderaient que mieux à faire des choses plus intéressantes et être mieux payés. Mais les médecins n'aiment pas trop donner un petit peu de compétences aux gens autour d'eux. Alors écoutez, nous on a développé alors il y a plus. Moi je suis convaincu que le transfert de compétences est nécessaire. C'est-à-dire que la problématique n'est pas de dire qu'est-ce que les infirmiers vont faire de mon travail. Là, ce qu'on a démontré clairement, c'est que les infirmiers font un travail que je ne faisais pas. C'est-à-dire que moi j'ai 4 infirmiers dans mon hôpital qui assurent, dans une cellule d'experts de coordination de l'insuffisance cardiaque, j'ai 4 infirmiers qui vont assurer l'optimisation des traitements, la coordination du parcours de soins, la coordination également de consultations non programmées urgentes quand les patients s'aggravent et qu'il n'y a pas d'effecteurs, du moins pour les prendre en charge, et également ils vont gérer les nouveaux outils, la télésurveillance et la gestion des alertes. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, on parlait du poids, surveiller le poids. Maintenant, on met des balances connectées chez les patients. Et ces balances connectées vont nous ramener le poids. Il y a également des alertes des symptômes, dont EPOF qui fait partie des questions auxquelles les patients répondent tous les jours. Mais il faut gérer ces alertes. On a des nouveaux outils fantastiques. C'est-à-dire qu'on peut transférer, vous voyez, des compétences au domicile de l'hôpital, puisqu'actuellement, plus personne ne va au domicile du patient, si ce n'est les infirmiers. Mais il faut qu'il soit formé à toutes les pathologies. Et là, par ce système de balance connectée, on peut donc récupérer les patients et prévenir les décompensations cardiaques. Mais pour gérer ça, c'est pas moi, cardiologue, qui vais le faire. C'est pas possible. J'en ai pas le temps. Voilà. Et donc, on voit bien qu'en passant par des infirmiers,
donc qui vont voir nos patients tous les 15 jours, on va pouvoir optimiser leur traitement. Les kinés ont-ils un rôle à jouer sur les réhabilitations, notamment l'exercice physique? Oui, bien sûr, on n'en a pas parlé. Voilà. Et donc, en fait, pour aller plus loin, puisque vous me posez la question, on a EPOF, mais on a aussi EPON. Donc, off, on. On, ce sont les 4 signes à respecter pour aller bien. Voilà. C'est E, l'exercice physique. P, se peser régulièrement. O, observer les traitements, les consultations et les biologies. Et N, ne pas trop saler la nutrition. Et l'exercice physique, l'activité physique est quelque chose de fondamental en fait chez le patient insuffisant cardiaque. Mais on sait qu'il n'y a que 11% des patients insuffisants cardiaques qui pourront aller dans un service de réadaptation. Et les patients insuffisants cardiaques donc, ont du mal à bénéficier de cette réadaptation. Et donc effectivement, pour maintenir cette activité physique, il faut pouvoir déployer en fait cette activité physique et ces centres ou cette activité en ambulatoire, le plus proche au domicile du patient, la téléréadaptation. Il y a des choses à développer pour les aider à faire cette activité physique. Vous êtes passionnant, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je voulais rappeler quand même votre livre, le livre blanc plaidoyer pour une prise en charge de l'insuffisance cardiaque et des cardiomyopathies. Tout ça marche avec la campagne qu'est en train de faire la CNAM qui s'appelle « Insuffisance cardiaque et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose », avec beaucoup de présence en télévision, presse et tout ça. On peut imaginer que les réseaux sociaux sont importants pour vous aussi. Ah ben c'est capital, il faut utiliser tous les axes de communication. Et vous regarderez le spot de la CNAM, les 4 signes, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue. On vous laisse Voilà. C'est très bien. C'est une maladie qui coûte une fortune à la collectivité, je suppose. Bien sûr. C'est pour ça que... Vous n'avez absolument pas parlé d'une population qui me paraît importante, c'est l'entourage. Alors les aidants, évidemment, ils payent un lourd tribut à la gestion de ces patients. Il faut voir que l'insuffisance cardiaque va générer ce qu'on appelle un handicap vraiment invisible. Donc ces patients sont fatigués, pour certains qui vont malheureusement, les 20 à 30% qui vont être hospitalisés en permanence et qui ont les formes les plus sévères, c'est une dégradation de la qualité de vie et de l'état qui s'installe donc et donc les aidants sont capitales pour aider bien sûr à la prise en charge des patients. Je vais vous faire sourire. Je ne suis pas un journaliste très jeune, j'ai eu la chance d'interviewer plein de fois le professeur Barnard, qui est l'homme qui a fait la première greffe cardiaque au Cap. Lui, il disait que le traitement d'insuffisance cardiaque, c'était la greffe, et il appelait l'insuffisance cardiaque la honte du cardiologue. Vous n'avez pas parlé de la greffe, ça reste quand même un des traitements de bout de... Bien sûr, oui, ça reste un traitement de choix. Évidemment, on ne souhaite à personne d'avoir une greffe cardiaque, il faut être honnête. On l'indique. Non, mais qu'il appelle ça la honte du cardiologue, ça voulait bien dire quelque chose. C'est que lui, il avait ils avaient des malades que les cardiologues avaient en fin de compte pas assez suivis, quoi. Alors, je pense que pour aller maintenant à la greffe cardiaque, il faut être quand même très bien suivi. Ah oui, maintenant, il faut avoir un cardiologue qui pense effectivement à passer la main à un moment où là, les choses s'aggravent, etc. Le problème de la transplantation cardiaque, c'est évidemment, il n'y a pas assez de donneurs et de greffons pour les patients. Et puis, on remplace un cœur par un autre, mais on reste quand même sous traitement. Donc, l'idéal pour un patient, c'est de garder son cœur. Et on peut le faire grâce aux médicaments. Mais quand il faut passer à la greffe cardiaque, il ne faut pas le faire avec retard. Mais donc, on peut... Moi, je pensais qu'on ne pouvait que freiner. Non, on peut améliorer aussi avec les médicaments. Ah non, les médicaments vont améliorer les patients. Ça leur sauve la vie et ça peut normaliser leur fonction cardiaque. Alors tous, malheureusement, on va pas... Voilà, quand on fait plusieurs infarctus et qu'il n'y a plus de cœur et qu'il est mis en fibrose, transformé en fibrose, on va pouvoir aller vers la greffe cardiaque. Et donc, il y a à peu près 400 patients greffés par an. Mais regardez ces 400 patients français greffés, c'est très impressionnant le succès de la greffe, surtout pour les patients les plus sévères. Mais par rapport au nombre de patients, ça reste... Mais on fait de la greffe cardiaque, je suis convaincu de son intérêt, évidemment, pour des patients sélectionnés. Il vous reste 1 minute pour conclure, puisque l'émission se termine. Vous avez envie de dire quoi à tous ces gens qui vous écoutent ? Tout simplement, réfléchissez, EPOF, EPOF, je crois que c'est déjà, parlons tous le même acronyme, le même nom de la maladie, et pensons bien que c'est pas parce qu'on a eu un infarctus, une hypertension ou autre qu'on peut pas développer de l'insuffisance cardiaque et qu'on risque de le développer. Et quand ces symptômes arrivent, il faut intensifier la prise en charge médicamenteuse, puisqu'on a des médicaments qui peuvent vraiment sauver la vie et changer le pronostic des patients. Nicolas, avant de conclure, EPOF ? EPOF ? Ouais.
C'est un quiz. Non, parce que je voudrais dire autre chose avec le peu de temps qui nous reste. C'est que, ça fait plaisir de parler de cardiologie au moment où l'innovation thérapeutique nous avait emmené vers beaucoup, de traiter énormément la cancérologie. Et on voit qu'il y a des vrais sujets de santé publique et de santé et des professionnels de santé sur la cardiologie. La deuxième chose, c'est qu'on est entre la convention pharmaceutique et la convention médicale qui va s'ouvrir. Et vous nous avez dit qu'il y avait énormément de choses à faire dans l'organisation des soins en ville pour faire en sorte que la prévention fonctionne. Donc voilà, à bon entendeur, c'est salut. fini l'émission. À bon entendeur, salut. Merci EPOF, vous ne nous oubliez pas. Cette émission est terminée, un sujet simple mais important. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous demander ces thèmes d'émission qui peuvent sembler manquer d'originalité un petit peu, mais qui restent des enjeux cruciaux. On se retrouve très vite, mais en attendant, portez-vous bien.